bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 8e épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Alors comme d'habitude, je vous encourage, chers amis, à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, Culture Soccer pour l'Amérique du Nord, de la MLS, la NASL, Bola Latina pour l'Amérique latine, ou bien l'AFC Corner pour les championnats asiatiques, le continent asiatique de manière générale. Je me permets également de vous rappeler, chers amis, que le second numéro de Lucarne Opposé Magazine est disponible sur notre site. Alors foncez vous le procurer. Donc voilà, un dossier football féminin sauce Lucarne Opposé, une rétro 1984, des tas d'histoires et de culture foot au programme. Croyez-moi, ça en vaut la peine, vraiment. On retourne pour la troisième et absolument pas la dernière fois, ou non, loin de là, vers la Ligue des Champions d'Afrique pour ce volet d'Efrika, dans lequel on va se pencher sur la phase de poule cette fois-ci, après avoir analysé les phases éliminatoires, phase de poule qui débutera ce vendredi 4 mai. Mais on ne se précipite pas, on garde son calme et on écoute d'abord le courrier Quinfri. La première Soccer League d'Afrique du Sud a rendu son verdict, sacrant le Mamelodi Sundowns pour la 8e fois de son histoire, un record national, 4 de plus que ses concurrents. Alors, si ce sont des scènes de joie qui ont illuminé Pretoria, l'ambiance du côté de Johannesburg était en revanche plus que délétère. Au coup de sifflet final de son élimination en Nedbank Cup le 21 avril dernier, Kaizer Chiefs a vu la pelouse de son Moses Madiba Stadium envahie par ses propres supporters, fermement décidés à montrer leur mécontentement dans le plus grand des fracas. Si les dommages matériels s'élèvent à 3 millions de rands, soit 198,133 € et 52 centimes très exactement, c'est surtout la santé d'un stadier qui préoccupe, ayant été hospitalisé dans un état critique après avoir été passé à tabac par la foule vengeresse. Si quelqu'un me disait que les supporters sud-africains étaient ingrats et rustres, je serais obligé d'être d'accord, a déclaré la vedette Tshabalala, que nous avons connu au Mondial 2010 avec une assourdissante frappe contre le Mexique en ouverture de la compétition. Il a d'ailleurs ajouté « Quand ils se lèveront le matin, le score restera le même. PSL, Première Soccer League, nous faisons appel à vous pour marquer le coup. Obliger les clubs à éduquer leurs fans, ils ne peuvent pas faire ce genre de choses. » L'esprit sportif en a également pris un coup, décidément, en Éthiopie cette fois-ci, où l'arbitre du match de première division qui opposait Defense au Velvalo Adigrat University a été poursuivi et agressé par des joueurs ainsi qu'un membre du staff du club universitaire, froissé par un but accordé à Defense. L'armée a dû intervenir pour mettre en sécurité le pauvre homme. Lamentable. La fédération éthiopienne a d'ailleurs réagi en conséquence en suspendant le championnat et en convoquant les 16 clubs de l'élite pour une réunion qui aura pour but de calmer les esprits. Au classement, après 22 journées, c'est Jima Kenema qui mène la danse, toutefois talonné par Mekele Kenema et Saint-Georges, distancés de respectivement 4 et 5 points et comptant non respectivement 2 et un match de retard sur le leader. Allez, un petit peu de what the fuck pour détendre l'atmosphère parce que pour l'instant c'était pas Jojo. Avec un derby kényan entre Gor Mahia et l'ASC Léopard, organisé par l'entreprise locale Sport Pesa, également sponsor principal du club English de Hull City. Une rencontre d'exhibition qui avait pour but de désigner le futur adversaire des Britanniques pour un autre match de gala qui aura lieu cet été à Nairobi. Adversaire Kessape Lerio, Gor Mahia, vainqueur au tir au but. La touche what the fuck ? Eh bien, tout simplement les organisateurs qui débarquent en hélico au milieu de la pelouse en plein pendant l'hymne national. Rock and roll. En Égypte et en Tunisie, les carottes sont cuites pour ceux qui espéraient encore rattraper Al Ahly et l'Espérance Tunis. Le titre 2018 leur est désormais mathématiquement assuré. Le rival du championnat égyptien, le Zamalek, se consolera avec une victoire 2-1 dans le derby, une première
depuis 2007. C'est déjà ça, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Dans le Botola marocain, le suspense est à son comble en revanche, puisqu'à 3 journées de la fin, 7 équipes se tiennent en 7 points. Si le Ittihad Tanger est installé en tête avec 3 points d'avance sur Agadir, tout reste possible pour le Dauphin, ainsi que le Difa El Jadida, le Wydad Casablanca, l'Olympique Safi, le FUS Rabat, voire même le Raja Casablanca, qui restent tous à l'affût. Au Nigeria, alors que l'on arrive à mi-parcours, c'est le Lobby Star qui trône confortablement à la première place, 4 points devant le Niger Tornadoes. Kano Pilar complète le podium, devançant à la faveur d'une meilleure différence de but Plateau United et Enugu Rangers. 2 infos sur la scène internationale. La Tanzanie U17 a remporté face à la Somalie la CECAFA Cup, CECAFA Cup, trophée de la Confédération d'Afrique de l'Est. La Tanzanie signe ainsi son grand retour sur la scène internationale du football. Sinon, la FIFA offre une avance de 2 millions de dollars aux 5 nations africaines qualifiées pour le mondial dans le but de leur filer un coup de pouce dans leur préparation. Et ça, c'est chic. Avant d'enfin passer à la C1, un petit mot tout de même sur la C3, la Coupe des Confédérations dont on connaît maintenant la composition de la phase de groupe. Le groupe A est constitué de l'ASEC Mimosa, club ivoirien, des Marocains du Raja Casablanca, des Congolais de l'AS Vita Club, des Ghanéens de l'Aduana Stars. Dans le groupe B, l'on retrouvera les Marocains du RS Berkane, les Égyptiens de Al Masry Club, les Mozambiquais du UD Songo et les Soudanais du Al Hilal Omdurman. Du côté du groupe C batailleront les Nigérians du Enyimba FC, les Ivoiriens du Williamsville AC, les Maliens du Djoliba AC et les Congolais Congo-Brazzaville du Kara Brazzaville. Et enfin, dans le groupe D s'affronteront les Rwandais du Rayon Sport, les Algériens du USM Alger, les Tanzaniens du Young Africans et les Éthiopiens de Gor Mahia. Allez, place à la grande sœur maintenant et voyons voir quel délice nous réserve-t-elle. Yalla! Allez, c'est parti pour cette analyse de la phase de groupe de cette Ligue des Champions d'Afrique 2018. Et très logiquement, on commence avec le groupe A et le groupe B. Avant de faire le groupe C et le groupe D, c'est très logique. Et le groupe A et le groupe B sera analysé par Monsieur Farouk Abdou. Comment vas-tu, Farouk ? Bonsoir Simon, bonsoir à tous les auditeurs d'Efrika et tous les lecteurs de Lucarne Opposée. En tant que fan de foot africain, forcément, je suis très content que la phase de poule revienne, même si on sera rapidement interrompu par cette histoire de compétition internationale en Russie en juin, là. Je sais pas trop de quoi il s'agit, mais j'espère que ça va vite se régler pour qu'on puisse se reconsacrer aux phases de poule en toute tranquillité. Oui, la Coupe du Monde, je crois que j'en ai entendu parler, c'est un truc entre les pays, enfin voilà, il paraît que c'est important. C'est pas flagrant, mais il paraît. Ouais. Bon, écoute, ne perdons pas de temps, commençons par ces deux groupes. Alors déjà, juste avant de commencer, on va commencer par le groupe A. Très logiquement, je vais redonner les compositions de ces deux groupes. Le groupe A est composé du mythique, légendaire, imprésentable Al-Ahly du Caire, donc d'Égypte, des Township Rollers du Botswana, que l'on avait déjà présenté dans les podcasts précédents, du KCCA, que l'on avait déjà présenté aussi, le club ougandais de Kampala, l'Espérance de Tunis, pareil, un monstre du continent, et le groupe B est composé, là aussi il y a quand même du nom, puisqu'il y a le TP Mazembe du Congo, le Mouloudia Alger, le Difa El Jadida et le S Sétif. Mais ma foi, commençons par le commencement et par l'ordre alphabétique. Ce groupe A, cher ami, personnellement, j'identifierais deux monuments habitués aux performances.
dans cette compétition continentale et 2 équipes un petit peu plus novices, un petit peu plus en retrait. Eh ben, ce groupe A est vraiment très intéressant parce que, comme tu le dis bien, Simon, d'un côté, on a 2 clients habituels qui ont un palmarès très important, qui suivent un petit peu des trajectoires différentes, un petit peu sur leur année 2018, et 2 novices, et qui semblent bien décidés, que ce soit dans la manière de présenter les choses ou dans leurs intentions, de ne pas être de simples figurants et de se battre aux 2 premières places pour les 2 premières places qualificatives pour les quarts de finale. Commençons par les 2 mastodontes, l'Espérance de Tunis et El Ahly. Ils présentent la particularité qu'ils ont en commun d'avoir été champions il y a maintenant 3-4 semaines, chacun de leur côté. Je dirais que la dynamique actuelle est plutôt sur une fin de saison en roue libre, en essayant d'anticiper le remodelage de l'effectif pour pouvoir en été se renforcer et vraiment pouvoir être à fond pour la phase de poule de Ligue des Champions. Et disons, le fait qu'il y ait les 2 journées juste avant la coupure Coupe du Monde fait qu'ils vont pouvoir en fait s'adapter avec les blessures, les méformes de fin de saison de l'effectif actuel, et essayer d'intégrer, dans le cas d'El Ahly, essayer d'intégrer progressivement les jeunes pousses et les jeunes prodiges qui soit ont été transférés, soit ont été prêtés et qui reviennent fraîchement de prêt. Alors, pourquoi est-ce que je pars de roue libre? En ce qui concerne El Ahly, ils ont perdu le derby contre le Zamalek en championnat alors qu'ils étaient déjà champions, mais ça faisait longtemps ça faisait plus de 10 ans qu'ils n'avaient plus perdu un derby en championnat. Donc même si c'est un derby sans enjeu, c'était un petit peu fâcheux. Et hier, El Ahly s'est fait éliminer en Coupe d'Égypte en quart de finale par le modeste club d'Al Assiouti. Une défaite qui a un petit peu fait désordre parce qu'elle pose question sur la capacité à gérer. Pour preuve, pour la première journée vendredi, El Ahly affronte l'Espérance de Tunis et sera privé de ses 2 éléments offensifs, le Nigérian Junior Ajayi et le Marocain Walid Azarou. Côté Espérance de Tunis, la trajectoire est similaire, champion depuis 3-4 semaines, des défaites sans conséquence en championnat, mais quelques petits remous en interne. D'une part avec l'international tunisien Anis Benatira qui, semble-t-il, ne s'est pas bien intégré en Tunisie, qui a vécu une année 2018 compliquée où il n'a pas beaucoup joué et qui demande à partir, et la blessure d'un élément important, le milieu offensif algérien Youssef Belaïli. Les 2 équipes s'affrontent vendredi soir, et je dirais que vu la dynamique un petit peu sereine, si les amateurs de Paris veulent placer un petit billet sur le match nul, ils seraient proches de faire un bon plan. C'est mon conseil pronostic. D'ailleurs, si on commence par cette affiche, par Al Ahly Espérance de Tunis, ça veut dire qu'on termine par cette affiche, très logiquement. Non, parce que justement, après, du fait de l'inversion, les affiches qui ont été jouées lors de la première journée sont jouées lors de la 5e, dans la phase retour. Il y a toujours un petit effet miroir qui fait que l'Espérance accueillera Al Ahly à Rades, il me semble, au cours du mois d'août pour la 5e journée. Je pense pas que, contrairement à ce que beaucoup de gens estiment au vu de la manière avec laquelle ce groupe est dessiné, je pense qu'à la 5e journée, les choses ne seront pas réglées parce que ces 2 petits nouveaux sur la scène continentale, c'est-à-dire le KCCA d'Ouganda et les Township Rollers du Botswana, étonnent par leur volonté de progresser rapidement. La manière avec laquelle ils communiquent cette volonté de progresser rapidement, ça s'est traduit aussi au niveau du terrain. Dans son ancienne appellation, le KCCA, qui s'appelait avant le Kampala City Council, avait connu de belles épopées africaines il y a quelques décennies. Ils sont pas exactement novices parce qu'ils avaient fait une très bonne phase de poule de C3 africaine l'année dernière, et sans la différence de but particulière contre le FUS, contre le club marocain du FUS, ils seraient passés en quart de finale. Ils avaient battu de grosses pointures en phase de poule à domicile, ils avaient gagné tous leurs matchs. Et ils ont sorti 2 bons clients pour arriver en phase de poule. Et ce qui est très intéressant, c'est que avant leur déplacement au Botswana pour la première journée, ils ont présenté un plan de développement économique sur 5 ans visant à faire progresser le club sur beaucoup de standards, c'est-à-dire la fanbase, la communication, pouvoir investir dans des domaines hors football, améliorer les infrastructures pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Et ils ont présenté un plan comme ça pour 5 ans pour pouvoir à terme non plus être prépondérant
dans leur pays, en Ouganda, mais pouvoir se faire une petite place sur la scène africaine. Et ce type d'initiative et ce type de communication ambitieuse n'était pas trop vu ces dernières années chez les petits clubs, et on est curieux de voir ce que ça peut donner dans le concret quand ils vont jouer contre des clubs plus expérimentés comme Espérance de Tunis et Al Ahly. Et c'est une ambition que partage d'ailleurs l'équipe du Township Rollers. On en avait parlé avec PM quand on avait fait les matchs les matchs comment dire qualificatifs à cette phase de groupe. On avait déjà un peu évoqué les Township Rollers. C'est pareil, c'est une équipe qui est plus qu'en voie de professionnalisation. Ils font du travail, ils abattent un travail excellent pour faire de ce club un club avec des bonnes infrastructures, une très bonne structure administrative. Enfin voilà, c'est très pro. Exactement, ils ont joué le 16e de finale sans complexe, avec un style qu'on retrouve dans certains pays d'Afrique subsaharienne anglophone, c'est-à-dire avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'enchaînements rapides et vraiment une vraie générosité dans les efforts et l'enthousiasme. Ils avaient fait de bons enchaînements même techniquement, et ils ne comptent pas s'arrêter là, parce que si on croit les propos de leur entraîneur serbe Nikola Kavazovic, le but n'est pas uniquement de venir faire de la figuration, mais progresser dans la hiérarchie africaine et engranger des points pour pouvoir être dans l'historique, pouvoir être autre chose qu'un 4e chapeau lors des tirages au sort, et vraiment engranger de l'expérience, engranger et puis jouer contre les gros sans complexe. D'ailleurs, en parlant de cet entraîneur, la trajectoire est quand même assez curieuse, parce que après avoir exercé dans plusieurs pays asiatiques, aux îles Maldives, au Bangladesh et au Tadjikistan, la trajectoire d'atterrir comme ça au Botswana est quand même assez curieuse. Plutôt, oui. Non, mais oui, en effet, plutôt, oui, c'est un sacré parcours, pardon. Et le Maldives, Bangladesh, on n'en a même pas encore parlé dans la FC, ces pays-là. Hein. Il faut y aller, là, quand même. C'est assez costaud. Certes. Après, aussi ambitieux soit-il, ils vont avoir la malchance de rencontrer 2 clients qui sont habitués à jouer les grands rôles dans les compétitions africaines depuis plus de 2 décennies. Ça allait être ma question. C'est les Township Rollers, donc moi j'avais déjà eu un petit peu un aperçu de ce que c'était. C'est une équipe très sérieuse, avec ses ambitions, mais ça reste une équipe novice à l'échelle continentale. Le KSCCA, c'est plutôt plus ou moins la même chose. Alors, s'ils sont très sérieux, ces deux clubs-là, ils abordent des choses avec vraiment des forces concrètes, quoi, une vraie envie, et ils font les choses bien, mais est-ce que ça va suffire pour... parce que c'est quand même des sacrées baleines blanches, hein, Al Ahly et Espérance Tunis. Des baleines blanches insubmersibles, parce que pour ce qui est d'avoir le vice pour gérer un match, gérer des temps faibles et savoir marquer au moment où l'adversaire ne s'y attend pas, ces 2 clubs sont spécialistes. Pour les Ougandais de KCCA, ils vont beaucoup se baser sur les victoires contre le FUS et le club africain chez eux en 7-3 africaine l'année dernière. Je pense que les 2 clubs vont prendre des points chez eux, mais seront quand même un cran en dessous au moment du décompte final, et je maintiens quand même que l'Espérance Al Ahly devrait passer quand même. Mais du fait de tout ce qu'ils présentent, de leurs particularités, de leurs caractéristiques récentes, les matchs vaudront au moins le coup d'œil. Très bien, eh ben, écoute, on suivra avec un œil curieux ces 2 petites équipes tenter de jouer leur va-tout contre ces éléphants, contre ces 2 éléphants que sont le Al Ahly et l'Espérance Tunis. Alors, le groupe B, passons au groupe B. Le groupe B est peut-être un petit peu plus équilibré, je dirais, entre le TP Mazembe, le Mouloudia Alger et le SC Tif. À la rigueur, le DIFA El Jadida a peut-être un passé un petit peu moins costaud à l'échelle continentale, mais les 3 autres, ça se vaut, non? Il va y avoir une sacrée bataille dans ce groupe B. Exactement, et même si, comme on l'a déjà évoqué, la coupure Coupe du Monde risque de rebattre des cartes, la dynamique actuelle des 4 clubs risque d'installer une hiérarchie qui, je pense, sera intéressante à voir sur les 2 premières journées. Là encore, s'il y a des pronostiqueurs un petit peu audacieux qui nous écoutent, je vais leur donner un petit conseil. Actuellement, je vais commencer par les 2 clubs algériens qui ont justement une trajectoire un petit peu descendante sur cette période. Le Mouloudia d'Alger de Bernard Casoni vient d'enchaîner 1 ou 2 résultats fâcheux, et a surtout
doit pouvoir gérer le problème qu'il y a eu avec l'un des joueurs d'Emu qui s'est un petit peu fait bousculer de manière un petit peu insultante par les supporters, toute une tribune qui l'a pas trop épargné, et ça l'a un petit peu touché. Le Mouloudia d'Alger va essayer sur les 2 journées qui restent d'accrocher le podium, mais ça va être un petit peu délicat. Et un problème qu'on avait déjà évoqué dans un podcast précédent, Bernard Casoni a redit que pour ce qui est d'installer un style de jeu, c'est ce qu'il a réussi à faire, mais pour ce qui est des moyens humains et de la profondeur de l'effectif, il a refait comprendre que le MC Alger, s'il ne recrute pas, ne pourra pas jouer sur tous les tableaux en même temps. Et je pense, une manière de mettre un petit peu la pression, il a dit sur les colonnes des journaux algériens que si les dirigeants sont pas contents, il peut toujours aller voir ailleurs, mais pour ce qui est de faire le maximum, il a été fait, mais il faut des joueurs en plus. La dynamique est aussi un petit peu descendante, mais voire un petit peu plus morose pour l'ES Sétif qui est 7e en championnat à 2 journées de la fin, qui va avoir beaucoup de difficultés à aller accrocher le podium. Je pense que mathématiquement c'est encore possible, mais ça va être difficile. L'entraîneur vient de renoncer, Abdelhak Benchira, l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale algérienne. Il y avait eu d'ailleurs une scène assez marrante avec les supporters de l'ES Sétif qui avaient sorti tous des journaux lors du dernier match, de l'air de dire que l'ex-entraîneur parle beaucoup dans les médias. Donc chacun a brandi un journal pour un petit peu faire un petit signe dans ce sens-là. C'est pas mal, c'est très imagé comme démonstration. Voilà, tout le monde avait un journal à la main, de l'air de dire pour ce qui est d'entendre parler de toi, quand on regarde dans les journaux, on a vite des informations. Par contre, dans le concret, c'était un petit peu ce qui manquait. Le Sétif va se déplacer à Lumumbashi pour affronter le tout-puissant Mazembe avec 5 ou 6 titulaires incertains, avec un voyage long de 20 heures qui les a fait passer par Doha et Nairobi. Ils vont arriver dans des conditions quand même pas favorables, et face à un tout-puissant Mazembe qui en ce moment est en train de se balader dans les playoffs du championnat de RDC, avec des attaquants qui sont chauds, c'est-à-dire le Malien Sissoko et Malango. Là, la dynamique est pas du tout la même, et j'ai peur que le Sétif ait un match très compliqué pour entamer la phase de poule ce week-end contre le tout-puissant Mazembe. Et pendant qu'on parle de dynamique, alors que les 2 clubs algériens sont un petit peu sur la pente descendante, le Difa El Jadida, cette Ligue des Champions, au meilleur moment pour lui. Parce que les éléments offensifs sont vraiment en forme, empilent les buts. Le Difa El Jadida va affronter en match en retard en milieu de semaine prochaine le leader Etihad Tanger dans une position où il est en embuscade pour carrément jouer le titre. Personne n'a une moyenne supérieure à 2 points par match. Il y a encore mathématiquement champion. Et dans la dynamique actuelle du Difa El Jadida, avec 3 éléments offensifs qui sont en super forme, Ayoub Nana, Haddad et la petite perle tanzanienne Simon Msuwa, ils sont en train d'aborder les matchs décisifs de cette fin de saison dans une très très bonne dynamique, à Alger pour la première journée. Mais oui, du coup, attends, parce que là, il y a des dynamiques plutôt renversantes là-dedans, mais après, la compétition, elle dure un certain temps. Enfin, en tout cas, la phase de poule va durer au moins 3 mois, puisque les derniers matchs de cette phase de poule sont si je ne m'abuse. C'est assez condensé, mais je veux dire, les dynamiques ont le temps de s'inverser. Et c'est pour ça que le paramètre interruption pour la Coupe du Monde et le Mercato fait que la dynamique peut s'inverser. Mais sur les tendances actuelles, alors c'est très faisable que le Difa El Jadida, le tout-puissant Mazembe, s'ils prennent 6 points d'avance, ça peut quand même psychologiquement mettre un coup sur la tête aux 2 autres larrons. Et même s'il y a une coupure pour se refaire la cerise, pour que les joueurs se reposent, pour que d'autres joueurs arrivent, ce passif qui peut être pris sur les 2 premières journées peut coûter cher. Et je pense que même si c'est quelque chose qui ne se parie pas de manière automatique, miser sur le fait que tout-puissant Mazembe et le Difa El Jadida vont sortir de la poule, ça me plaît. Et je m'y risquerais bien.
Donc ton prono en effet serait plus TP Mazembe, Difa El Jadida, d'accord. Enfin une prono, une petite vision comme ça, une petite inspiration. Mais une petite question comme ça, il n'y a rien qui empêche deux clubs du même pays d'être dans la même poule? Il n'y a pas de règle particulière. Il n'y a pas de règle particulière là-dedans. Ça, même à l'époque où les phases de poule étaient à 8 équipes, ça arrivait très fréquemment que deux clubs d'un même pays soient dans la même poule. L'AL, par exemple, ont été dans la même poule en 2006 et en 2012. Et en 2015, on a même eu 3 poules. Il y avait eu l'ES Sétif, l'USM Alger et je ne me souviens plus du troisième, le MC El Olma, qui s'était retrouvé avec les Soudanais d'El Malir. Ils avaient été tous les 3 dans la même poule. Alors, 3 clubs d'un même pays dans une même poule, il faut vous dire que en termes de derby accrocheur et acharné, il y a eu de quoi faire. Oui, j'imagine qu'il y a eu de sacrées ambiances dans les stades. Tiens, mais après, c'est quelque chose d'habituel. En parlant d'ambiance dans les stades, je vous recommande, et je l'ai déjà dit en présentation, mais de commander le numéro 2 de Lucarne Opposé Magazine avec un super photo-reportage de Monsieur Farouk Abdou, avec des superbes photos de stade du Mohamed du stade Mohamed 5. Du stade Mohamed 5, avec les grands virages, avec les fumigènes qui embrasent l'atmosphère, les tifos. C'était un enchaînement de saisons, en particulier celle de 2014-2015, où la ferveur avait atteint un niveau, que ce soit sur le plan acoustique ou sur le plan visuel, un très très haut niveau. Très bien, écoute, merci beaucoup Farouk. C'était un plaisir. Et on se retrouve rapidement, éventuellement. Alors oui, chers auditeurs, sachez, on va commencer par Farouk dans le podcast, mais j'ai enregistré Pierre-Marie avant. Et donc, Farouk, Pierre-Marie me proposait de faire pour le prochain épisode de se pencher un petit peu sur la C3, sur la Coupe des Confédérations. Est-ce que ça te dit ? Avec grand plaisir, surtout que cette année, le plateau, même si les Tunisiens sont portés disparus, le plateau est quand même très très bonne qualité. D'accord. Écoute, vendu, on va organiser ça. Écoute, je te dis à la prochaine. À la prochaine. Voilà donc pour les groupes A et B, et si vous connaissez correctement votre alphabet, vous ne serez pas surpris de me voir vous indiquer le chemin des groupes C et D. Bon, c'est pas ma meilleure transition, pas la plus inspirée, mais ça compte quand même. Yari Sarubi Bembi Uramaya Africa Et on enchaîne avec les groupes C et D de cette Ligue des Champions africaine que va nous présenter notre ami Pierre-Marie Gosselin. Comment vas-tu Pierre-Marie ? Bonjour Simon, écoute, ça va très bien. Dans les après-manifestations du 1er mai à Paris, c'était un peu chaud. Moi, je suis dans le quartier latin et je peux te dire que j'ai vu passer pas mal de CRS hier. Ah oui, j'imagine. Écoute, moi, je veux pas manquer à nos traditions. Alors, comment vont nos petits de la Bisport ? Écoute, ça va. Il y a les petits, là, les tout petits, les U13 qui ont joué un petit championnat à 4 samedi dernier. Ça s'est pas trop bien passé. 3 défaites en 0. Mais bon, apparemment, il y a eu quand même de belles choses. Il y a notamment un petit là qui est pas mal, qui avait un peu, qui est plutôt très bon même. Mais tu sais qu'il y a quelques problèmes de comportement, tout ça se passe pas très bien dans sa famille à l'école. Et j'ai un peu peur qu'il lâche. Et apparemment, samedi dernier, il était en grande forme, il était super heureux. Donc voilà, malgré la défaite, on garde quand même des petits signes positifs. Et puis sinon, pour les plus grands, écoute, toujours pas de championnat. On attend logiquement début mai. Donc début mai, c'est maintenant. Voilà. Toujours pareil dans l'organisation du football au Bénin, c'est compliqué. Mais bon, sinon ça va. Tout le monde continue de travailler. Puis en attendant mon retour là-bas. Très bien. Eh bien, écoute, force à la Bisport comme d'habitude. Eh bien, c'est parti pour débriefer donc avec toi. Cette fois, c'est 2 groupes C et D. Le groupe C comprenant l'Autogo Sport,
le Mamelody Sundowns, pardon pour la prononciation, donc venant d'Afrique du Sud, le Wydad Casablanca, champion en titre, et le Oroya de Guinée. Et le groupe D, lui, comporte le Zesco United de Zambie, le Primeiro de Agosto d'Angola, l'Étoile du Sahel de Tunisie et le Mbavan Swallows du Swaziland. Il y a quelques clubs qu'on avait déjà vus dans les précédents podcasts où on avait parlé des éliminatoires. Je pense notamment au Togoport. On les avait à peu près tous vus d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a que le Zesco, l'Étoile du Sahel, même on l'avait vu avec Farouk. Écoute, on va commencer par ce groupe C avec un Togoport qu'on avait déjà vu pas forcément favori pendant les phases éliminatoires et puis qu'il l'avait emporté. Tu vas me rappeler contre qui, j'ai déjà oublié. Et puis de deux gros, Mamelody Sundowns qui a été champion en 2016 et le Wydad en 2017, donc les deux derniers champions, et le Oroya qui devra tirer son épingle du jeu. D'entre tout ça, qu'est-ce que tu penses de ce groupe ? Ouais, comme tu l'as dit, c'est un groupe avec deux favoris. Donc le Wydad tenant du titre, le Mamelody Sundowns qui a gagné l'année d'avant. Un vrai outsider, le Oroya de Guinée, dont on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, notamment sur les phases de qualification. Et également l'année dernière, puisqu'ils avaient fait un très bon parcours en Coupe de la Confédération, où ils s'étaient fait quand même sortir à la phase de poule par les deux finalistes de Supersport et du TP Mazembe. Et enfin, un petit poussé, le Togoport, comme tu l'as dit, on en avait parlé la dernière fois, puisqu'ils avaient quand même réussi l'exploit de sortir le Al Hilal du Soudan. Voilà, c'était le Al Hilal du Soudan qu'ils avaient sorti contre toute attente. Exactement. Pour rappeler le score, c'était une victoire 2-0 chez eux avec un but dans les arrêts de jeu et ils s'en étaient sortis avec une défaite 3-1 du côté de Khartoum, mais avec un but à l'extérieur qui leur a permis de se qualifier pour la première fois, et il faut rappeler, de l'histoire du football togolais. Donc c'est depuis que la Ligue des Champions a changé de format, parce que c'est vrai que des Togolais avaient déjà brillé, mais il faut remonter là dans les années 70 et 80. Donc c'est quand même un très large exploit de leur part. Pour cette première journée, ils vont d'ailleurs ils vont recevoir chez eux contre l'équipe guinéenne du Oroya. Voilà, tu sais que l'entrée dans une compétition, c'est toujours primordial, surtout quand tu as la chance de rencontrer celui qui, a priori, pourrait être ton adversaire en termes de niveau, même si, bon, je l'ai dit, le Roya est quand même au-dessus. Mais voilà, s'il y a une équipe contre qui il pourrait faire un exploit, c'est bien les Guinéens. Mais bon, je t'avoue que quand même, malgré tout, je n'y crois pas trop. Ils se sont un petit peu préparés pour cette compétition, puisqu'ils ont joué un match amical contre des Béninois, leurs voisins béninois des Buffs de Borgou. On en a parlé aussi un petit peu en début d'année, puisqu'ils avaient joué contre l'ASEC Mimosa, je crois, leur premier match de qualification, où ils s'étaient fait éliminer. Donc les Togolais l'ont emporté, mais Buffs de Borgou, c'est un peu juste comme préparation. Dans leur championnat, ça se passe pas très bien depuis quelques semaines. Là, ils sont sur une série de 4 matchs sans victoire, dont une défaite et 3 nuls. Ça risque d'être un petit peu compliqué, surtout que à ce stade de la compétition, même si les Togolais réalisent un exploit en se qualifiant pour la phase de poule, je crois pas que le stade sera plein. Je crois pas qu'ils pourront s'appuyer véritablement sur un 12e homme capable de les faire se sublimer. Ça avait été le cas contre le Al Hilal. Là, pour la phase de poule, peut-être que ça va mettre un peu de temps à se lancer. Je me trompe peut-être, mais je t'avoue que j'ai du mal à croire que vraiment ils vont s'appuyer sur un public très solide derrière eux. C'est-à-dire que, comme tu lis, donc le Togoport, malgré un superbe exploit réalisé en 2 matchs, je pense que ce sera compliqué pour eux de reproduire cet exploit, mais sur 6 rencontres. Ouais, exactement. Tu sais, c'est toujours sur 2 matchs. Sur un match, le football permet de rendre tous les exploits et tous les scénarios possibles. Quand on parle d'une phase de poule, d'un petit championnat, c'est vrai que ça a tendance à favoriser les meilleures équipes, les mieux organisées, les effectifs les plus importants. Et là, clairement, dans cette poule-là, le Togoport est le petit poussé.
Et puis surtout, en face, le Oroya arrive quand même avec quelques ambitions, pas des moindres. Par exemple, bon, il y a plusieurs joueurs qui ont témoigné sur le site internet officiel du club du Oroya, dont leur attaquant nigérien Mohamed Wonkoy, qui lui dit donc après la qualification, la préparation était physique et mentale. Donc nous avons tiré les leçons de ces premiers tours avant de nous envoler vers le Togo. C'est à nous de nous concentrer pour pouvoir atteindre le premier objectif, c'est-à-dire ramener la victoire de Lomé pour une bonne entrée en matière. Le groupe est engagé, on va tout donner avec la somme de nos expériences. Personnellement, je me battrai en inspirant du discours très gagneur de notre entraîneur, Victor Svenka, pour prendre les 3 points. Donc, tu vois, ils y vont vraiment avec de l'ambition. Ouais, ils y vont avec de l'ambition. Après, c'est une ambition qui est normale au vu quand même de l'ambition du Oroya, qui a l'envie de devenir un club du standing du tout-puissant Mazembe. Ça fait depuis quelques années que leur président, Antonio Soares, qui est aujourd'hui à la fédération, il travaille. Et figure-toi, alors je ne sais pas si c'est un coup fourré du président, mais le championnat local de Guinée vient d'être mis en pause. Tu veux que je t'en donne la raison? Je vais pas te donner, on va pas jouer au deviner parce que ça mettrait beaucoup trop de temps. Alors, je vais te donner la version officielle. Suite à un courrier de la Fédération guinéenne de football relatif à l'organisation d'un stage de perfectionnement pendant la période allant du 1er au 10 mai en faveur des arbitres de notre pays, nous sommes au regret de devoir annoncer l'arrêt provisoire du championnat national de Ligue 1 et Ligue 2. Donc, tu vois, ça tombe. Made in Africa, ça. Ça, c'est Made in Podcast Africa. C'est très bon. Donc, tu vois, ça tombe pile pour le début de la compétition. Bon, voilà, on rappelle qu'Antonio Soares est le président de la fédération, que voilà, il est très, très, très lié au club du Oroya, même si je crois qu'officiellement, il n'est plus le président, peut-être président, président d'honneur. Voilà. Et quand même, il y a un petit bémol à mettre du côté du Oroya, même si leur préparation a l'air de très très bien se passer. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque du premier tour, on avait parlé du cas d'un de leurs joueurs qui avait pas mal brillé, enfin qui avait même très bien brillé au Chan, Ibrahima Souri-Sankon, et qui avait reçu des propositions d'un club belge qui avait voulu le recruter. Ça avait un peu capoté. Enfin, le joueur avait été mis à l'écart, etc. Et finalement, le club de Roya avait décidé de le garder jusqu'au terme de son contrat en juin. Et ben, figure-toi que peut-être que c'était pas une bonne méthode, puisque on en est au premier match de poule. Et ben, il y a déjà l'imbroglio qui refait surface. Ibrahima Souri-Sankon est mis à l'écart du groupe. Il ne fait pas partie du groupe qui va voyager à Lomé. Il est suspendu jusqu'à nouvel ordre pour toujours ses raisons de transfert, puisqu'il arrive au terme de son contrat dans 1 mois et demi. Et bon, j'imagine qu'il n'a pas envie de prolonger, qu'il a envie de se donner les moyens d'aller vers d'autres cieux. Et ben voilà, c'était un des piliers de leur milieu du terrain. C'était déjà un des piliers du milieu du terrain en début d'année. Ça l'est aujourd'hui. Et ils vont devoir se passer d'eux pour cette phase pour le reste de la compétition. Contre les Togolais, ça devrait peut-être pas poser de problème, mais quand il va falloir. Voilà. Après, il y a deux gros poissons, deux grosses écuries. Et ben justement, ma question, c'est voilà, on a un Togo-Port qui est qui endosse le rôle de petit pousset, un Oroya ambitieux mais néanmoins outsider. Hein, il a les forces qu'il a et voilà, il n'en reste pas moins outsider. Et en face, on a 2 très gros clubs continentaux que sont les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Marocains du Wydad Casablanca. Ça paraît vraiment à leur portée pour ces 2 clubs la qualification dans ce groupe. Est-ce que néanmoins, est-ce qu'il y a un piège? Est-ce que le piège ne peut pas venir de leur propre camp en fin de compte? Tu mets le doigt exactement là où il faut. C'est vrai que sur le papier, ils sont favoris. Surtout les Sud-Africains viennent d'être élus champions d'Afrique du Sud là pour cette année, donc ils surfent quand même ils sont sur une très bonne dynamique. Les Marocains, bon, avec un début de championnat un peu poussif, sont en train de relever la tête. Ces 2 effectifs qui n'ont pas tellement bougé par rapport à par rapport à l'édition dernière, l'année dernière, ils sont même, on peut le dire, renforcés. Le Wydad, Farouk en avait parlé, a recruté le franco-marocain El Kaoutari pour la défense, ce qui est une bonne chose. Ils peuvent toujours s'appuyer sur leurs petits prodiges Oulagem et El Haddad et El Khartri, qui avaient fait des misères au Al Ahly. Côté Mamelodi Sundowns, ils peuvent toujours s'appuyer sur l'excellent Persitao, qui avait commencé à exploser un petit peu l'année dernière et qui en est déjà à 13 buts et 13 passes cette saison en championnat sud-africain. Donc voilà, pour te dire qu'il est bien en forme.
Du coup, là où ça peut se jouer, c'est dans leur confrontation directe. C'est deux équipes qui se sont rencontrées que très rarement, malgré leur passé plutôt glorieux en Afrique. Et figure-toi que c'était l'année dernière pour le quart de finale. Match aller, victoire du Wydad 1-0. Match retour, victoire de Mamelodi Sundowns 1-0. Et puis ça se joue au tir au but avec la qualification des Marocains. Donc ça va être très très serré. Ils vont jouer le premier match, donc ça veut dire qu'ils vont se jouer de nouveau pour le dernier match de la poule. Donc voilà, en cas de contre-performance ou de faux pas contre le Roya notamment, qui a les moyens de pouvoir les embêter un petit peu, ça peut quand même être dangereux. Et le match entre le Wydad et Mamelodi Sundowns qui se jouera au fin juillet pour la fin, ou au mois d'août pour la fin de la phase de poule, aura peut-être beaucoup plus d'enjeux que ce qu'on pourrait croire aujourd'hui. Très bien. Un petit prono pour le match ou pour la qualification? pour la qualification, pour dans quelques mois, du coup. Pour la qualification, franchement, là, c'est compliqué. Moi, je vois bien rigoler, tu as le droit de... Et du coup, ouais, je pense que quand même les Marocains devraient. Je vois quand même le Roya les embêter, quoi. Donc, avec le match retour, avec le dernier match qui sera entre le Wydad et Mamelodi Sundowns au Maroc, je vois quand même les Marocains passer. Et je t'avoue que je pense que le Roya peut créer la surprise. Il peut passer. Très bien, très bien, très bien. Et écoute, on va passer au groupe D. Groupe D, donc, qui, comme on l'a dit, comporte les Zambiens du Zesco United, les Angolais du Primeiro de Agosto, les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, club de Sousse, si je ne m'abuse, oui, c'est ça, club de Sousse, et le Mbaban Swallows du Swaziland, qui, ma foi, comme le Togo-Port, endosse pour sa part le rôle de petit pousset de ce groupe. Oui et non quand même. Oui et non, parce que c'est vrai que la structure du groupe est un peu différente du groupe C. Autant le groupe C, il y a deux équipes très fortes, une équipe assez forte et un petit poussé. Autant ce groupe D, on a une équipe qui est très forte, l'Étoile sportive du Sahel de Sousse, je te le confirme. Et puis voilà, l'équipe de Zesco qui est un peu qui pourrait être un outsider, et deux équipes un peu moins importantes qui sont donc Mbabane Swallows et le Primeiro de Agosto, parce que même si l'Angola dispose de beaucoup de moyens, notamment grâce à son pétrole, voilà, c'est pas des clubs qui brillent au niveau continental. Il n'y a pas forcément beaucoup d'expérience de phase de poule, et quand même les Swazilandais, ont disputé l'année passée la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Donc ils ont quand même cette petite expérience. Je ne pense pas qu'on pourrait les positionner comme des petits poussés comme les Togo-Port, mais voilà, on a une équipe très forte et trois équipes derrière qui sont à des niveaux plus ou moins semblables et qui risquent de se faire la guerre pour la deuxième place. Donc, les deux matchs là qui vont se jouer ce week-end, ça va être Zesco United contre Mbabane Swallows. Ça va se jouer du côté de la Zambie à Ndola. Et voilà, les Zambiens sont quand même en bonne forme en ce moment. Moi, je les mettrais un petit peu au-dessus des deux autres. Ils sont premiers du championnat avec ils en sont à 9 journées, 7 victoires, 1 nul, 1 défaite, et ils viennent de recruter l'entraîneur de Young African en Tanzanie, qui a fini champion l'année passée, qui a qualifié son équipe pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération, qui est zambien, Georges Luanda Amina. Donc c'est avec beaucoup d'ambition qu'ils l'ont fait revenir au pays pour essayer de renouveler l'exploit qu'ils avaient fait en 2016, parce qu'il faut rappeler quand même que ces Zambiens de Zesco avaient atteint les demi-finales de la Ligue des Champions et ils s'étaient fait éliminer par j'ai un trou, soit le Zamalek, soit Mamelodi Sundowns, à vérifier. Et donc du coup voilà, les électriciens zambiens sont avec ce premier match contre Mbabane peuvent très bien se lancer dans la compétition. Il y a un petit doute sur leur attaquant kényan, leur avant-centre Jesse Jackson Ware, qui est le meilleur buteur du club, qui l'année dernière il a mis 10 buts en championnat, il en est déjà à 5 cette année. Et il y avait eu un choc entre Zesco et Zanaco, les deux plus grands clubs actuels de Zambie, le week-end dernier. Il est sorti sur KO, donc pour l'instant c'est un petit peu incertain quant à sa participation. Mais logiquement, voilà, ça devrait le faire pour lui.
Voilà, les Swazilandais. Juste, si tu parles des électriciens, pour que nos auditeurs le sachent, si tu parles des électriciens pour le ZESCO, c'est tout simplement parce que le club est affilié à l'entreprise zambienne d'électricité, ZESCO signifiant Zambia Electricity Supply Corporation United Football Club. Ça va, c'est pas trop long. Ouais, bon, ça va, c'est correct, Zesco, ça va. Ça passe, mais tu fais bien de le préciser. Donc, voilà, ça fait partie de ces clubs administrés par une entreprise d'État. Et donc, pour revenir un peu quand même sur leur adversaire les Eswatini, parce que le Swaziland a officiellement changé de nom par l'intermédiaire de son roi il y a quelques semaines. Et ils ont quand même éliminé au dernier tour de la Ligue des Champions l'autre Zambien, celui dont on vient de parler, le Zanaco, qui lui est le club de la Banque commerciale de Zambie, donc également associé à une entreprise d'État. Et figure-toi que quand même ils étaient venus l'emporter 2-1 à Lusaka, et ils l'avaient également emporté au match retour. Donc voilà, je mettrai quand même un petit avantage pour les Zambiens, mais ça va être très très chaud, et les Swazilandais ne sont plus, les Swazis pardon, ne sont plus à un exploit près. Et il faut quand même, voilà, ça restera très ouvert. Pour le deuxième match, donc ça se passera du côté de l'Angola avec le Primeiro de Agosto, pour essayer de reprendre un peu ta prononciation parfaite, qui va jouer contre les Tunisiens de l'Étoile du Sahel. Bon, voilà, les Tunisiens sont largement favoris, et là je vais parler un petit peu sous le contrôle quand même de Farouk, puisque on peut pas le cacher à nos auditeurs, c'est son équipe. Donc voilà, pour lui, c'est quand même une bonne chose, parce que les Tunisiens avaient l'habitude de jouer contre des équipes maghrébines lors des dernières éditions de la Ligue des Champions. Et puis cette année, ils se retrouvent avec 3 équipes subsahariennes, alors 3 équipes carrément d'Afrique australe. Et donc voilà, le petit problème, c'est que ça crée des voyages qui peuvent être un peu longs, et puis surtout c'est des confrontations inédites, c'est des adversaires qui ne connaissent pas, donc ça peut engendrer une petite incertitude. Il y a ces déplacements qui sont un petit peu longs, qui pourraient poser qui pourraient être en désagrément, mais bon, ça n'a pas l'air d'être le cas pour les Tunisiens, puisqu'ils ont affrété pour ce premier match un avion militaire pour avoir un vol direct entre Sousse et Luanda, et ne pas avoir à perdre du temps dans des escales, de la fatigue, de l'énergie. Donc voilà. J'ai vu passer ça dans la tweet, comme on dit, je sais pas, sur sur le Twitter de Farouk, en effet, le coup de l'avion militaire, c'est pas mal. Ouais, donc tu vois, ça te montre quand même l'ambition. C'est pas tous les clubs qui ont les moyens de pouvoir faire ça, parce que oui, on dit avion militaire, peut-être ça peut paraître péjoratif, ils n'ont pas les moyens de prendre un avion en ligne. C'est le contraire, c'est justement ils prennent un avion militaire pour avoir le confort pour avoir encore plus de confort que sur une ligne normale. Donc voilà, Ah oui, moi bien entendu. Ça classe quand même le niveau du club. Je le comprends comme ça, justement. Je le comprends comme un club assez puissant pour arriver à avoir un passe-droit suffisant pour affréter un avion militaire. Oui, pour moi, c'est pas péjoratif du tout. Ça montre la puissance du club. Figure-toi que ça peut se jouer. Moi, j'avais eu un cas similaire du côté du Tchad, où c'est l'équipe nationale qui avait voyagé avec un avion militaire pour un match, je sais plus, peut-être qualification à la CAN ou comme ça. Mais là, c'est parce que la fédération n'avait pas les moyens de payer des billets d'avion. Ils se retrouvaient dans l'incapacité de voyager. Du coup, le gouvernement a dû libérer un de ces avions de son armée pour pouvoir les faire jouer, pour pouvoir leur permettre d'arriver à temps et de jouer. Je crois que c'était un match en Égypte en plus. Donc voilà, c'est un autre cas. Voilà, là c'est la version positive de l'avion militaire. Donc pour revenir un peu sur le match, il y a quand même Farouk aussi mettait le doigt sur un deuxième point, c'est que l'Étoile a plusieurs fronts à mener en même temps, puisqu'ils sont, même si le champion de Tunisie est connu depuis longtemps avec l'Espérance, la deuxième place qualificative pour la C1 est un enjeu, et là c'est un sprint ultra chaud entre plusieurs clubs. Et puis il y a la coupe, la finale de la coupe qui va se jouer le 13 mai contre le club africain. Donc là aussi, voilà, ça fait les grosses échéances vont s'enchaîner pour les Tunisiens. Et puis sinon, il me dit que, voilà, toujours sous le contrôle de Farouk, sportivement, ça se passe pas trop mal pour l'ESS, avec notamment leur attaquant Chermiti, qui avait joué du côté de Zurich en Suisse, qui revient bien en forme et qui devrait bien aider ses coéquipiers.
Et voilà, donc et puis je pense que cette équipe a de l'ambition cette année en Ligue des Champions. Ils ont besoin, ils ont le devoir pour leurs supporters de laver l'affront de la défaite 6-2 l'an passé du côté contre la Ligue du côté du Caire qui avait qui a cloué une saison continentale par un score de tennis 6-2. C'est voilà, ça, il avait en travers. Et notre petit Primero de Agosto, du coup, il peut tirer son épingle du jeu? Franchement, bon, moi j'ai du mal à y croire. Déjà au tour précédent, c'était un peu chaud, hein. Ils se sont qualifiés de justesse contre les Sud-Africains de Bidvest au tir au but. Donc voilà, je pense pas, en tout cas face à l'Étoile du Sahel, pour moi ça va être très très compliqué. Logiquement, il devrait quand même avoir la chance de pouvoir se mesurer de pouvoir se battre avec des armes un peu plus égales face aux Swazi et aux Zambiens. Puis pour le coup, c'est des équipes qui se connaissent beaucoup mieux, c'est dans la même zone géographique et ils se croisent dans les compétitions sous-régionales. Donc pour la suite de la compétition, on peut peut-être avoir un peu d'espoir pour eux, mais en tout cas pour ce match d'ouverture, les carottes ne sont pas cuites parce que ça reste un match de football, mais quand même ils sont mal embarqués. Mais pour la suite, tu penses que, excusez-moi chers auditeurs, hein, s'il y a des bruits de fond derrière moi, malheureusement, je n'arrive pas à raisonner les ouvriers qui travaillent à côté de chez moi. Ils ne se décident pas à arrêter pendant que j'enregistre des podcasts. C'est pas malheureux ça? C'est dingue, hein, c'est dingue. Hein. Bref, et notre Primero de Agosto, donc oui, on s'en doute bien, tu le dis, hein, pour ce premier match, ça va être compliqué contre l'Étoile du Sahel qui est largement favori. Mais voilà, comme tu le dis, ils ont quand même une carte à jouer parce que c'est plus ou moins au niveau du Zesco et d'Mbaban Swallow, et surtout c'est des adversaires qui se connaissent. Mais est-ce que le fait de se connaître, c'est pas aussi un point faible? Écoute, oui, ça peut le devenir. Il y a l'avantage de ces inconvénients, mais non, si tu veux, on a affaire là à un groupe assez incertain avec une équipe qui est pratiquement qualifiée, avant de jouer, et puis trois autres qui vont se tirer la bourre. Je pense que les matchs à domicile, enfin les confrontations directes qu'ils vont avoir vont être primordiales, et le moindre faux pas à domicile va se payer très cher. Alors là, ils commencent contre les Tunisiens. On peut se douter que les Tunisiens vont aussi embêter tous les autres. Voilà, pour eux, une défaite inaugurale ne serait pas rédhibitoire. Voilà. Par contre, dans l'autre match, c'est vrai que si les Swazi vont perturber les plans des Zambiens, ça peut rendre un groupe très très ouvert. Et au final, c'est les trois confrontations qu'ils vont avoir entre eux qui vont sceller le sort de ce groupe, et notamment pour le deuxième qualifié. Donc une belle bataille à prévoir dans ce groupe D. Un petit prono encore une fois pour la fin? Alors je vais pas trop prendre de risques en disant que les Tunisiens de l'Étoile vont sortir, et puis pour le deuxième, moi je mets une petite pièce quand même sur Zesco, la volonté vraiment de recruter le coach de Young African, et voilà, et puis leur performance en championnat montre qu'ils sont vraiment focalisés sur cet objectif-là, et qu'ils ont envie de renouer avec un petit peu les prémices un petit peu du potentiel qu'ils avaient en se qualifiant pour les demi-finales en 2016. Donc moi je mets quand même une pièce sur les Zambiens. Même si, il faut le rappeler, leur qualification a été très très compliquée. Ils sont passés contre les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa en ayant perdu le match aller à domicile, en ayant perdu 1-0 à domicile. Donc voilà, c'est... Attention, j'espère qu'ils auront retenu les leçons de leurs erreurs dans ces tours qualificatifs. Mais voilà, logiquement, sur le papier, ils sont quand même peut-être un peu au-dessus de leurs deux concurrents. Très bien, et écoute, pour terminer, puisque quand même ça peut être intriguant, le Club Deportivo Primero de Agosto s'appelle Primero de Agosto parce qu'il a été fondé un 1er août, tout simplement. Voilà, ça ne va pas plus loin. Je voulais chercher s'il n'y avait pas quelque chose, une fête nationale ou quelque chose. Non, les mecs ont choisi la date du jour de fondation du club pour le nommer ainsi. Et puis voilà, aussi pour en parler un peu plus ce club, sachez que c'est le club de l'armée, des forces armées angolaises, qui sont d'ailleurs également le principal sponsor du club. Eh bien écoute, merci beaucoup Pierre-Marie.
Et puis on va suivre cette C1 comme d'habitude avec attention. Et puis on va régulièrement revenir pour faire des points sur les avancées de cette compétition. Et puis aussi pour parler d'autres sujets du foot africain. Merci beaucoup Pierre-Marie. C'est moi qui te remercie. Et puis effectivement, on se dit à très vite pour faire le point sur cette Ligue des Champions. Et ne pas oublier la Coupe de la Confédération qui cette année nous offre un plateau exceptionnel. On peut dire une Ligue des Champions bis. Donc il y aura beaucoup à faire sur les compétitions continentales africaines cette année. Tant mieux. Et pourquoi pas revenir avec la C2, C3, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Coupe de la Confédération. C'est une bonne idée ça, pour le prochain thème. Ciao PM. Salut Simon, merci à tous, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 8e émission, déjà 8 émissions d'Efrika. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Efrika. Salut les amis!